Prison à vie, le ciel tombe sur la tête de Laurent Esso. Imaginez un homme qu'on a brûlé vif. Pas dans une guerre. Pas dans un accident. Dans son propre domicile. Des hommes armés qui défoncent la porte, qui pillent, qui torturent. Un haut cadre du ministère de l'économie qui bascule dans le coma à cause des brûlures infligées par ces monstres. 60 millions de francs CFA emportés dans la nuit. Ces hommes sont arrêtés. Jugés. Condamnés. À perpétuité. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais au Cameroun, les histoires ne s'arrêtent jamais là où elles devraient. Parce que quelques années plus tard, ces mêmes hommes, ces mêmes criminels condamnés à vivre sont dehors. Libres. Et ils recommencent. Plus fort. Plus loin. Avec 28 kg d'or dans les mains et des centaines de millions de francs CFA dans les poches. Ce soir, nous allons vous expliquer comment cela est possible. Et au cœur de cette histoire, il y a un nom qui revient, Laurent Esso, le ministre de la Justice. Garde des Sceaux. Gardien de la loi. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que nous allons vous révéler dépasse tout ce que vous avez imaginé. Partie 1. Contexte et fait, l'équipe nationale du braquage. Parlons d'abord de qui sont ces hommes. Dans les rues de Yaoundé, dans les cours sombres de certains quartiers populaires, certains noms circulent comme des légendes urbaines. Des surnoms qui font sourire par leur absurdité mais qui cachent une réalité sanglante, la 8e boule de cristal. Grand Atango. La tour de contrôle. Michelin. Le dernier prophète. Ce ne sont pas des personnages de série Netflix. Ce sont des braqueurs en chair et en os. Des individus que les forces de l'ordre camerounaises ont mis des années à identifier, à traquer, et finalement à arrêter. Et voici ce qui rend ce gang particulièrement fascinant et dangereux. Selon plusieurs sources concordantes, ce groupe est une véritable mosaïque humaine. Toutes les origines, toutes les régions, toutes les ethnies semblent y être représentées. Une sorte d'équipe nationale du crime organisé. Un melting pot criminel qui défie les clivages tribaux habituels, unis autour d'un seul objectif, l'argent, la violence et l'impunité. Mais ce n'est pas tout. Ces hommes ne sont pas de simples voleurs à la tire. Leurs opérations sont planifiées, coordonnées, exécutées avec une précision qui ferait peur à certains services de renseignement. Ils choisissent leurs cibles. Ils surveillent leurs victimes. Ils frappent fort. Et ils disparaissent dans la nuit. C'est exactement ce qu'ils ont fait chez Jean-Sylvain Mvondo. Jean-Sylvain Mvondo, retenez ce nom, est un haut responsable du ministère de l'économie. Un homme qui, par la nature de son travail, gère des ressources, supervise des budgets, bref, un profil que les criminels identifient comme une cible à fort potentiel. Ce soir-là, le gang débarque à son domicile. Ce qui se passe ensuite dépasse l'entendement. Il ne se contente pas de voler. Il brûle. Selon les informations disponibles dans ce dossier, la victime est soumise à des brûlures d'une intensité telle qu'elle sombre dans le coma. 60 millions de francs CFA sont emportés. 60 millions. Pour mettre un homme dans le coma. Le dossier atterrit au tribunal de grande instance du Mundi. Les preuves sont accablantes. Les prévenus sont là. Le jugement tombe comme une masse, condamnation à vie. À perpétuité. Les coupables sont envoyés à Kondangui, la prison centrale de Yaoundé, réputée parmi les plus difficiles du pays. L'histoire aurait dû s'arrêter là, vous disais-je. Mais attendez. Parce que c'est maintenant que commence le vrai scandale. Partie 2. Le conflit, quand l'argent achète la liberté. Ce que nous allons vous dire maintenant n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas une rumeur de maquis. Ce sont des informations qui font froid dans le dos et qui soulèvent des questions fondamentales sur l'état de notre système judiciaire. Comme tout condamné, le gang exerce son droit d'appel. C'est légal. C'est prévu par la loi. Chaque accusé a le droit de contester sa condamnation devant une juridiction supérieure. Dans ce cas précis, le dossier monte à la cour d'appel du centre, à Yaoundé. Et c'est là que les choses prennent une tournure que même les scénaristes les plus audacieux auraient hésité à écrire. D'après plusieurs sources et analyses disponibles sur ce dossier, des dizaines de millions de francs CFA auraient changé de main. Pas dans une salle d'audience. Pas dans un compte bancaire traçable. Dans des enveloppes. Dans des arrangements discrets, loin des caméras et des procès-verbaux. Des magistrats de la cour d'appel du centre auraient reçu ces pots de vin et, en échange, auraient ordonné la libération de ce gang condamné à vie.
Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Des hommes condamnés pour avoir brûlé et mis dans le coma un fonctionnaire de l'État. Des hommes dont les dossiers comportaient d'autres charges graves, d'autres condamnations lourdes. Des hommes que la justice avait décidé de ne plus laisser fouler le sol de la République libérée. Non pas parce que de nouvelles preuves avaient émergé. Non pas parce que leur innocence avait été établie. Mais parce que l'argent avait parlé plus fort que la loi. Mais ce n'est pas tout. Ces magistrats, et c'est le point crucial, ne sont pas des inconnus dans le système. Selon certaines analyses, ce seraient les mêmes magistrats utilisés par le régime en place pour maintenir derrière les barreaux des prisonniers politiques. Des détenus dont le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, le GTDA, avait pourtant recommandé la libération immédiate. Voilà le paradoxe camerouno-kafkaïen dans toute sa splendeur, des opposants politiques maintenus en prison malgré les injonctions des Nations Unies, pendant que des criminels condamnés à vie achètent leur liberté en liquide. Deux poids. Deux mesures. Une seule monnaie, le franc de la complicité. Et là, vous vous dites peut-être, d'accord, c'est choquant. Mais peut-être que ces magistrats ont agi seuls, dans l'ombre, sans que personne au sommet de l'État ne soit au courant? Permettez-moi de vous inviter à réfléchir encore. Partie 3, révélation et décryptage, le retour des monstres. Les mois passent. Le gang respire l'air libre. Et comme souvent dans ce type d'histoire, la liberté n'assagit pas les prédateurs. Elle les libère. Le groupe, ragaillardi, enrichi par ses propres liquidités criminelles, et désormais blindé par la certitude que l'argent peut acheter n'importe quelle porte au Cameroun, passe à la vitesse supérieure. Direction, la région de l'Est. L'Est du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, est une région stratégique. C'est là que se trouvent les forêts denses, les routes isolées, et surtout, une activité aurifère intense. Des commerçants, des détenteurs d'or, des hommes d'affaires qui transitent avec des fortunes en espèces et en métaux précieux. Des cibles idéales pour un gang organisé qui connaît ses méthodes. Ce que ce gang va faire là-bas dépasse tout ce qu'ils avaient fait avant. Le bilan du braquage dans la région de l'Est est vertigineux, des centaines de millions de francs CFA en liquide emportés. Plusieurs véhicules saisis. Et, retenez bien ce chiffre, 28 kg d'or. Vous avez bien entendu. 28 kg d'or, estimé à 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Pour vous donner une idée, c'est le budget annuel de certaines communes rurales camerounaises. C'est ce que des milliers de fonctionnaires mettront des décennies à économiser. Et ce gang l'a emporté en une opération. Mais ce n'est pas tout. Parmi les suspects interpellés lors de l'opération policière qui a suivi, et oui, certains ont finalement été rattrapés, figurent ces fameux profils au surnom devenus tristement célèbres. Grand Atango, présenté comme le cerveau présumé du réseau. La 8e boule de cristal, dont le nom lui-même semble défier toute logique criminelle. Michelin, peut-être pour sa capacité à rebondir après chaque arrestation. Et, le dernier prophète, un surnom qui, dans le contexte de ce qui s'est passé, sonne comme une terrible ironie. Ces hommes avaient été condamnés, emprisonnés, et libérés grâce à la complicité présumée de la justice. Et la question qui s'impose maintenant, la question que tout Camerounais est en droit de poser, c'est celle-ci: Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut-il nous dire comment cela a été possible? Pas de manière rhétorique. Pas pour faire de la politique. Mais parce que c'est sa responsabilité constitutionnelle et morale de répondre à cette question. Attendez, parce que la suite est encore plus troublante. Partie 4, analyse satirique approfondie, le théâtre de l'impunité camerounaise. Permettez-moi maintenant de vous offrir ce que nous appelons au Cameroun, le décryptage à la sauce locale. Parce qu'il y a des choses dans ce pays qu'on ne peut analyser qu'avec une certaine dose d'humour noir, sinon, on pleurerait trop. Imaginez un instant que vous ayez commis un crime. Un crime grave. Que vous soyez jugé, condamné, et envoyé en prison pour le restant de vos jours. Jusqu'ici, le système fonctionne. La mécanique judiciaire tourne. Justice est rendue. Mais voilà que vous avez des économies. Des contacts. Et surtout vous avez compris comment marche ce pays. Alors vous envoyez quelqu'un. Discrètement. Une valise. Une enveloppe. Un service. Et quelques mois plus tard, un magistrat de la cour d'appel, un homme qui a prêté serment sur la Constitution, un homme qui est censé incarner l'état de droit, signe votre bon de sortie. C'est ça, le Cameroun de Laurent Esso. Parce que pendant ce temps,
de l'autre côté de la ville, un détenu politique, un homme qui n'a tué personne, qui n'a volé personne, qui a simplement eu le tort d'avoir une opinion différente de celle du pouvoir, croupi dans ce même con d'anguille. Les Nations Unies ont demandé sa libération. Le GTDA a rendu un avis. Des rapports ont été publiés. Des communiqués ont été lus. Des lettres ont été envoyées. Rien. Mais le braqueur, lui le vrai, avec le casier judiciaire, avec les victimes, avec le butin, lui, il sort. Parce qu'il a les moyens de payer. Comprenez-vous l'absurdité de la situation? Non, l'absurdité n'est même pas le bon mot. C'est une catastrophe institutionnelle. C'est un système judiciaire qui s'est transformé en place de marché. Où la justice se vend aux plus offrants. Où la prison est réservée aux pauvres et aux opposants. Et où les riches criminels se baladent librement, en attendant leur prochain coup. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans cette histoire une dimension qui mérite qu'on s'y attarde longuement. Ces magistrats, selon les analyses disponibles, ne sont pas de simples fonctionnaires corrompus agissant pour leur compte personnel. Ils auraient une double casquette. D'un côté, ils seraient utilisés par le pouvoir politique pour maintenir certaines personnes en détention, indépendamment de toute logique juridique. De l'autre côté, dans leur moment libre, pour ainsi dire, ils monnaient leur service à des criminels de droit commun. C'est ce qu'on pourrait appeler le « magistrat à tout faire ». Disponible pour verrouiller la porte des uns. Disponible pour ouvrir la porte des autres. L'essentiel est que la rémunération soit à la hauteur. Et pendant ce temps, le citoyen ordinaire, vous, moi, le commerçant de l'Est qui vient de se faire braquer, que lui reste-t-il? À qui s'adresse-t-il quand la justice elle-même est à vendre? Parlons maintenant d'un autre aspect de cette affaire qui n'a pas encore reçu toute l'attention qu'il mérite.